Vincent van Gogh commence sa carrière d'artiste en 1880 à l'âge de 27 ans. Il peint cet autoportrait en 1889. Un des artistes les plus productifs et les plus instruits de sa génération, il parle couramment l'anglais, le français et connaît la littérature classique. En 10 ans, jusqu'à son suicide en 1890, il crée une œuvre unique par son application de la couleur et son intense spiritualité. Van Gogh est né en 1853 à Groot-Zundert, aux Pays-Bas. Il est le fils aîné du pasteur Theodor van Gogh et d'Anna Cornelia Carbantus. Sa famille, bourgeoise, est connue pour sa dévotion et pour son commerce d'art dans plusieurs pays. Ses influences l'ont suivi durant toute sa vie. Bien que Van Gogh n'ait vendu qu'un tableau de son vivant, son œuvre commence à recevoir les louanges des cercles artistiques avant sa mort. Il peint cette nature morte de tournesol, symbole de sa carrière, en 1887. Champ de blé avec des cyprès, 1889. Van Gogh débute par un emploi de clerc pour la Société d'art de Goupli. Il est muté à La Hague, puis à Londres et enfin à Paris. Sa carrière est caractérisée par une série de faux départs qui l'ont vu passer de l'enseignement du français, de l'allemand et de l'arithmétique dans 2 écoles anglaises, puis à collaborer au sein d'une librairie pour finir par l'étude de la théologie. Il passe 2 ans comme missionnaire. C'est pendant cette période qu'il commence à dessiner les travailleurs de la région et en particulier des cultivateurs participant à leur vie quotidienne de dur labeur. Bien que Van Gogh soit connu pour son utilisation de la couleur, sa compétence pour le dessin augmente la qualité de ses œuvres, comme on peut le voir dans les formes affirmées de son tableau « Champ de blé avec des cyprès ». La plage à Scheveningen pendant un orage, 1882. Un des premiers tableaux de Van Gogh qu'il termine en 1882. Ces audacieuses couches de peinture sont très caractéristiques ainsi que son utilisation du spiritisme. « Je suis sûr d'avoir un instinct pour la couleur », écrit-il à son frère Théo, « et que la peinture est la chair de ma chair. » Tisseuse près d'une fenêtre ouverte, 1884. Fils d'un pasteur, la compréhension de Van Gogh pour les travailleurs provenait des enseignements de la Bible comme la parole du bon samaritain. Cette parabole présente un homme courageux qui choisit de risquer sa vie et ses biens pour aider un autre homme se trouvant sur le bord de la route, battu et à qui on avait volé ses biens. Après avoir décidé de se consacrer aux pauvres, Van Gogh découvre que sa vocation repose dans la composition de ses portraits. L'influence religieuse sur ses portraits est évidente. Van Gogh lui-même écrit « Je préfère tellement peindre les yeux des gens plutôt que peindre des cathédrales ». Tête de paysan, 1884. Les premières œuvres de Van Gogh, entre 1880 et 85, sont des études au ton profond de vert marron. Elles sont peintes avec maladresse sur des sujets de cultivateurs et de mineurs. L'artiste s'inspire beaucoup de Millet, dont il admire l'idéalisation du pauvre paysan. Vincent écrit à Théo « Le portrait nous touche plus directement et plus personnellement que les prés et les nuages. » Tête de vieille paysanne avec un bonnet blanc, 1884. Van Gogh se sent proche des pauvres dont les vies, comme la sienne, sont chargées d'ennui. Ses portraits sont remarquables dans cette connivence de l'artiste avec son modèle. Le peintre semble regarder directement dans les yeux du personnage, le symbole de l'âme. Tête de paysanne avec un bonnet blanc, 1885. Ses premiers portraits d'après des grands maîtres cernent Van Gogh et montrent sa compréhension profonde et réelle sur les difficultés de la vie. Dans ce tableau, il semble à la fois révolté et rempli de compassion. Tête d'un homme, 1885. Le caractère individuel de ces sujets transparaît tout autant que leur côté humain. Les études de Van Gogh sur des cultivateurs servent de prélude à sa première œuvre majeure, Les mangeurs de pommes de terre, en 1885.
Van Gogh travaille sur cette toile en avril 1885, produisant plusieurs essais en préparation de la grande toile finale, à l'huile. Il écrit à Théo : « J'ai essayé de montrer que ces gens qui mangent leurs pommes de terre à la lumière d'une lampe ont creusé la terre avec ces mêmes mains qu'ils mettent dans le plat. Ce tableau parle du travail manuel et de la manière honnête avec laquelle ils ont gagné leur nourriture. » Van Gogh ressent un côté dramatique dans ce repas collectif qui met en valeur leur côté humain et leur beauté morale. Le rite d'un simple souper est peint avec un caractère sacré. Nature morte avec une Bible ouverte, 1885. Dans une lettre à Théo, Van Gogh écrit « Nature morte avec une Bible ouverte, comme une Bible de cuir ouverte, blanc cassé sur un fond noir, la couleur du premier plan est d'un jaune brun, avec ici et là des touches de jaune citron. » L'utilisation du noir est un sujet de discorde entre Théo et Vincent. Théo trouve que les couleurs mélangées au noir dans les tableaux de son frère sont trop sombres et foncées. Vincent rappelle à Théo que les maîtres du XVIIe siècle utilisaient beaucoup de noir. La Bible est ouverte sur le psaume du serviteur souffrant. Il est méprisé et rejeté par les hommes, un homme familier de la souffrance. Le volume le plus petit est La joie de vivre, dont l'héroïne abandonne ses propres plaisirs pour se consacrer à autrui. Nature morte avec vaisselle et bouteille, 1885. Van Gogh ressent un appel personnel et religieux pour honorer les vies de servitudes et de dévotion. Choisissant les objets les plus humbles, Van Gogh peint ce tableau en 1885. Même avec le soutien financier de Théo, l'artiste vit pourtant dans une extrême pauvreté, préférant dépenser ses maigres ressources en fournitures plutôt qu'en nourriture. Il souffre donc de carences alimentaires durant toute sa vie d'adulte. Nature morte aux souliers, 1885. Van Gogh peint des chaussures à plusieurs reprises durant sa carrière. En tant qu'objet, elles expriment le travail et l'usage, et en tant que sujet, leur forme et leur texture posent des problèmes techniques intéressants pour le peintre. Panier de pommes de terre, 1885. Alors qu'il vivait à la cure de Nuenen, en Hollande, avec ses parents et plusieurs de ses 5 frères et sœurs, Van Gogh propose à ses parents de rejoindre son jeune frère Théo à Paris pour poursuivre sa carrière de peintre. Théo Van Gogh était vendeur d'art, une vocation choisie par plusieurs des oncles de Vincent. Tête de vieillard, 1885. Van Gogh déménage à Antwerpen en novembre 1885, où il s'instruit pour quelque temps à l'Académie des Beaux-Arts. Il sent, par ses expériences antérieures sur ce genre de formation, que leur approche restreinte limitait leurs idées. En décembre, il peint Tête de vieillard ainsi que Tête de femme. Tête de femme, 1885. Se trouvant loin des cultivateurs de Nuenen, il choisit des personnages similaires pour sa toile. Pendant 3 mois, il étudie les tableaux des galeries et des musées à Antwerpen. Sur le plan idéologique, Antwerpen est intéressant. Van Gogh explique « Je trouve ici la friction d'idées que je recherche. » Ces portraits d'Antwerpen sont plus recherchés et plus complexes. Ils reflètent l'admiration de Van Gogh pour l'œuvre de Rembrandt, d'Ingres, de Rubens et de Hals, qui étaient tous représentés dans les musées de la ville. Autoportrait, 1886. En mars 1886, l'année de son autoportrait, Vincent rejoint son frère Théo dans un petit appartement du quartier Montmartre à Paris. Il s'immerge dans la vie artistique intense de la ville, s'inscrit à l'école des Beaux-Arts, devient l'ami de Toulouse-Lautrec et visite les expositions des œuvres de Degas, Monet, Renoir et Sisley. Une paire de souliers, 1887. Comme déjà précédemment, il choisit des chaussures comme sujet d'une nature morte. Ce choix est particulièrement judicieux en ce froid début de printemps où il est difficile de peindre en extérieur. Cette toile, peut-être peinte peu après son déménagement, montre encore les couleurs sombres de sa période hollandaise. La vue grossie de face des chaussures usées rappelle les études des têtes de cultivateurs de l'année précédente. Quand Van Gogh découvre l'impressionnisme et le post-impressionnisme, avec des artistes comme Gauguin, il change alors de manière évidente ses tonalités de couleurs et son utilisation du pinceau. La colline de Montmartre, carrière de pierre, 1886.
Au début, Van Gogh peint les toits de Paris ou des scènes comme la colline de Montmartre, carrière de pierre. La période que Van Gogh passe à Paris devient rapidement primordiale dans son choix de couleurs plus claires et plus vives. À Paris, il rencontre les plus grands peintres français de la période post-impressionniste. Pissarro le pousse à adopter une palette comportant plus de couleurs. Seurat et Signac l'impressionnent suffisamment par leur adaptation du pointillisme pour qu'il en fasse son propre usage. Vase au coquelicot rouge, 1886. Durant l'été et l'automne, influencé peut-être par les œuvres impressionnistes, Van Gogh termine plus de 30 somptueuses natures mortes de fleurs. Intéressé par les théories sur les couleurs, il commence à expérimenter l'utilisation des couleurs vives et pures pour rehausser le côté expressif de son œuvre. J'ai fait une série d'études de couleurs, écrit-il à sa sœur Will, en peignant simplement des fleurs, des coquelicots rouges, des bleuets et des myosotis, des roses blanches et roses, des chrysanthèmes jaunes. Je cherchais aussi un contraste entre le bleu et l'orange, le rouge et le vert, le jaune et le violet. Vase avec des œillets et d'autres fleurs, 1886. L'explosion de couleurs de ce tableau annonce une nouvelle manière d'utiliser des couleurs éclatantes. Van Gogh, comme d'autres peintres de l'époque, s'intéresse à l'art japonais et commence à assembler une grande collection de gravures sur bois. Il admire leurs formes audacieuses, leurs couleurs intenses et l'utilisation des couleurs pures. Vase avec des asters d'automne, 1886. L'influence japonaise se traduit dans l'utilisation d'optiques audacieuses et de modèles de décoration plats où il ajoute des tonalités épaisses de rouge. On retrouve ces caractéristiques sur tous ces tableaux de la série des fleurs. Van Gogh a écrit qu'il ne peignait pratiquement rien d'autre que des fleurs pour s'habituer à d'autres couleurs que le gris, c'est-à-dire le rose, le vert doux et vif, le bleu clair, le violet, le jaune, l'orange et le rouge soutenu. Vase avec des marguerites et des anémones, 1886. Vase avec zinnia et d'autres fleurs, 1886. J'ai essayé de traduire l'intensité des couleurs, écrit Van Gogh sur ses natures mortes. Cette ambitieuse série de tableaux apporte beaucoup à Van Gogh. Leur réalisation aiguise sa compréhension intuitive de la couleur et élargit ses recherches en définissant une autre utilisation. Roman parisien, 1887. Van Gogh est un lecteur avide. D'après ses lettres et ses toiles, nous savons qu'il lisait Shakespeare, Hugo, Zola et Maupassant. Son goût pour la lecture s'étend aussi à la case de l'oncle Tom, un chant de Noël, aux évangiles et aux contes d'Andersen. Comme dans le tableau Roman parisien, le livre est un sujet permanent dans son œuvre. Van Gogh utilise cette habitude de recouvrir les romans français avec des couvertures en papier jaune pour créer une de ses toiles aux couleurs les plus vibrantes de ces années à Paris. Les jaunes vifs annoncent ici ceux des célèbres tableaux sur les tournesols peints en Arles l'année suivante. Autoportrait au chapeau de feutre, 1887. Autoportrait au chapeau de paille, 1887. Ces deux tableaux, peints en 1887, illustrent son utilisation des couleurs vives, contrastant avec les tons roses, bleus et verts profonds. Le plus cher désir de Van Gogh pendant cette période est de peindre des portraits, mais il ne possède pas les moyens de payer un modèle. J'ai acheté pour cela un bon miroir. En cas d'absence de modèle, je travaille en utilisant ma propre image, écrit-il. L'utilisation de sa propre image est une manière peu coûteuse et naturelle pour ses expérimentations sur la couleur et la lumière. Si je réussis à peindre les couleurs de mon propre visage, non sans difficulté, observe-t-il, je devrais être capable de peindre celles d'autres hommes et d'autres femmes. Portrait du père Tanguy, 1887. Au centre du cercle des jeunes artistes de Montmartre, un marchand de matériel de peinture appelait avec une certaine affection le père Tanguy. C'est un des premiers admirateurs de Cézanne. Son magasin se trouve à 2 pas de chez Vincent et Théo, des ateliers de Toulouse-Lautrec et de Degas.
Cet homme chaleureux et amical, breton aux fortes convictions, participe à la Commune en 1871. Il est exilé, puis amnistié. Portrait du père Tanguy, 1887. Van Gogh réalise ce portrait de son ami moins d'un an après son premier portrait. Cela montre combien Van Gogh progresse dans son travail. Pensant qu'un tableau est aussi le reflet de l'imagination et de l'âme de l'artiste, Van Gogh peint sans beaucoup se soucier de la réalité. Il pose la peinture de couleurs vives en couches épaisses qui rendent l'ensemble harmonieux et plaisant. Les touches de vert et de rouge sur le visage et les mains unissent le personnage à ce qui l'entoure. Une ligne vermeille est tracée de manière surprenante le long du costume et s'harmonise avec les lignes rouges de l'arrière-plan. Les bras, les jambes et les revers sont en diagonale pour compenser l'arrière-plan, de style japonais, sans aucune diagonale. Les yeux de Tanguy sont marqués et les blessures de la vie se lisent sur son visage. Sa fermeté est symbolisée par ses mains étroitement jointes. Autoportrait 1887. Les autoportraits de Van Gogh témoignent de l'étendue de son répertoire artistique. Il peint au moins 20 autoportraits à Paris. Toutes ses recherches sur le style et la couleur se dessinent sur ses tableaux. Les premiers, peints dans des gris et des marrons de ses premières œuvres, font très vite place aux jaunes, rouges, verts et bleus, et sa technique au pinceau commence à ressembler à celle interrompue des impressionnistes. Il écrit à sa sœur « Mon intention est de montrer que l'on peut peindre des tableaux, tous différents, sur la même personne. » Autoportrait au chapeau de feutre gris, 1887. Autoportrait au chapeau de paille, 1887. L'influence de l'impressionnisme et du pointillisme est criante dans ces deux autoportraits peints au printemps et en été 1887. Que les influences apparaissent dans l'œuvre de Van Gogh soient contemporaines ou traditionnelles, elles sont exprimées dans son propre vocabulaire artistique. Boulevard de Clichy, 1887. Cette toile est une œuvre dans la plus pure tradition impressionniste. Van Gogh peint les piétons en violet et le trottoir en vert. Sa technique au pinceau, moins rigide, donne une impression de rapidité. Dans les paysages de cette époque, Van Gogh explore l'utilisation de l'optique pour organiser la peinture de paysage. Les potagers et le moulin de la Butte à Montmartre, 1887. Les jardins plats près de Montmartre offrent une large vue et de nouveaux défis à l'artiste. Il les dessine plusieurs fois d'une manière très réussie. Dans ce tableau, il juxtapose des nuances complémentaires de jaune et de violet, de bleu et d'orange, de vert et de rouge, appliquant ainsi le principe qu'une couleur apparaît plus intense quand elle est à côté de son complément. Il fait aussi vibrer les couleurs en combinant la technique au pinceau souple des impressionnistes avec la régularité du pointillisme. La Seine avec le pont de la Grande Jatte, 1887. Sur cette toile, Van Gogh réunit du rouge et du bleu profond dans une tapisserie au pinceau qui va dans toutes les directions. Comme beaucoup de ses collègues, Van Gogh est convaincu que la peinture exige une interaction avec l'extérieur. Les rives de la Seine, 1887. Van Gogh écrit à son ami Bernard « Dans un atelier, on ne peut pas apprendre la peinture, comme on ne peut pas apprendre l'art de vivre. » Arbres et sous-sol, 1887. Deux tableaux de l'été 1887 révèlent avec clarté la maîtrise de la couleur et de la perspective. Van Gogh prépare la toile Arbres et sous-sol avec un fond aux nuances chaudes de marron-rouge qui provoque un contraste frappant avec les couches de vert et de bleu. Parc au printemps, 1887. Ce tableau est peint de la même manière. Ce que l'on demande en art de nos jours, écrit Vincent à sa sœur, c'est quelque chose de très vivant, de très haut en couleur, de très intense. Restaurant à Asnières, 1887.
Pendant l'été, Van Gogh quitte souvent la ville pour rejoindre son ami Bernard et ses collègues pour peindre à l'extérieur. Restaurant à Asnières est un petit chef-d'œuvre de cette période. Intérieur d'un restaurant, 1887. Van Gogh expose ses tableaux dans des restaurants. Certains historiens pensent que le tableau qui décore cette salle à manger est de Vincent Van Gogh lui-même. Portrait d'un propriétaire de restaurant, Lucien Martin, 1887. Les restaurants font partie de la vie sociale et commerciale de l'artiste. Il n'est donc pas étonnant qu'il choisisse de peindre un portrait grandeur nature d'un propriétaire de restaurant, probablement Lucien Martin, propriétaire du Grand Bouillon où Van Gogh expose ses œuvres. Le personnage n'est pas de la haute société, cependant la pose, digne, reflète un homme d'affaires. Autoportrait au chapeau de feutre, 1887. Durant ses années à Paris, Van Gogh travaille sans répit, comme toujours, et plus que jamais, il utilise les lignes et les couleurs de manière novatrice. Ces 2 portraits, réalisés juste avant son départ pour Arles, sont entièrement avec une technique de coups de pinceau séparés, créant une composition rythmique grâce à leurs couleurs, leur taille et leur direction variée. Autoportrait au chevalet, 1888. On pense que ce tableau est le cadeau d'adieu de Vincent à son frère Théo. Van Gogh y apparaît en peintre tel qu'il se voit, sans aucune prétention. On y voit un homme qui se bat contre la vie malgré la maîtrise de son art. Il ne porte pas l'habit habituel du peintre, mais ce qu'il appelle une blouse bleue paysanne en lin épais. Le tableau, avec sa dominance d'ombre, acquiert la luminosité par son contraste des couleurs, une masse de bleu intense entrecoupée de tons orange, vert et noir. Les couleurs principales circulent dans tout le tableau. Les rouges réapparaissent dans la barbe, les cheveux et les yeux. Les jaunes ravivent les sourcils, les mains, les pinceaux et le chevalet. Portrait d'un homme, 1886. Portrait d'Alexander Reid, 1887. L'Italienne, 1887. La progression du style de Van Gogh de 1886 à 1888 est criante dans 3 de ses portraits. Portrait d'un homme, de 1886, poursuit la série des portraits intimes et poignants des débuts de Van Gogh à Nuenen. Portrait d'Alexander Reid, peint au printemps 1887, utilise le jeu de couleurs et une technique au pinceau tissé d'une manière assez différente. En décembre 1887, Van Gogh peint l'Italienne, un vrai tour de force artistique à 2 dimensions et sous influence japonaise, dans lequel les couleurs et le tracé ont une valeur individuelle hors de la réalité. Le Pont Langlois, 1888. En février 1888, Van Gogh quitte Paris pour Arles, en Provence. Les années d'ennui et d'adversité ne l'ont pas rendu plus fort, écrit Théo à Will. Il a ressenti le besoin de vivre dans un climat plus tempéré. Ses premiers tableaux du Pont Langlois explosent de lumière. Péché rose en fleurs, 1888. Vincent écrit à Théo. Un enthousiasme si fort que les coups de pinceau deviennent épais et rapides, comme les paroles d'une conversation ou les mots d'une lettre. Alors que le froid de l'hiver laisse place au printemps, Van Gogh peint Péché rose en fleurs ainsi que 20 autres toiles. Amandier en fleurs, 1888. La fascination de Van Gogh pour les estampes japonaises ressort dans ce tableau. La branche d'amandier, symbole de la vie qui s'ouvre à la joie. Pour cette œuvre, Van Gogh choisit un jeune amandier avec seulement quelques branches. Il borde un chemin qui traverse la toile. Ses fleurs forment un genre de dentelle qui s'étend comme un écran au milieu et au fond de la toile. Verger en fleurs, 1888. Je veux peindre un verger provençal d'une gaieté étonnante, écrit-il à Théo. La puissance de ce tableau le satisfait alors pleinement. Cette toile est l'une des 20 autres qu'il réalise sur le même thème, les pêchers, les amandiers et les poiriers en fleurs. Verger en fleurs, 1888. Sur cette œuvre, la vitalité du printemps, la communion avec la terre, le verger, le ciel sont traduits dans des tons de bleus et de verts vibrants, adoucis par des tonalités de rose orangé. Champ en fleurs près d'Arles, 1888. Van Gogh semble enivré par la saison nouvelle en Arles.
Dans Champs en fleurs, les plantes explosent du sol, envahissant la toile de bandes de couleurs et de traits. Je commence à comprendre ce genre de paysage, écrit Vincent Athéo. Champs de blé, 1888. Tout comme ce tableau le démontre, le regard de l'artiste a capturé tous les détails du paysage de campagne. La peinture est appliquée de manière épaisse, avec une sorte d'abandon pour saisir la richesse de la nature. Récolte en Provence, 1888. On peut dire que partout surgissent des tons dorés, bronze ou cuivre, écrit Vincent Athéo, et tout cela avec l'azur vert du ciel blanchi par la chaleur. En Provence, la lumière sature et intensifie les couleurs. C'est le résultat du Mistral qui allonge les nuages en les transformant en voiles transparents qui reflètent la lumière du soleil dans toutes les directions. Le Zouave, 1888. L'enthousiasme de Van Gogh pour ces nouveaux paysages transparaît dans les portraits qu'il commence en juin. Avec des couleurs audacieuses et une interprétation directe, la technique de Van Gogh possède une certaine maturité dans sa capacité graphique et psychique. Le modèle pour le Zouave est un jeune soldat de l'armée franco-algérienne. Ils sont reconnus pour leur acharnement au combat et leur rude manière de vivre. Van Gogh choisit des gens ordinaires pour modèles. Il les considère d'une façon directe et classique et dessine leurs portraits avec honnêteté et profondeur. Le Zouave, 1888. En France, son pays, il demeure pourtant étranger et symbolise l'exotisme. Il y a une importante scission entre le haut et le bas du tableau. La partie supérieure est froide et disciplinée. La silhouette est stable et symétrique, ornée de détails très distincts. Placée contre un mur, très froid, elle est entourée de bandes de couleurs. Le pantalon vermeil, sans forme, domine la partie inférieure du tableau, située au-dessus du sol rougeâtre, rendu instable par les carreaux et leurs espacements. La longueur du pantalon nous donne une perspective d'un premier plan qui fuit vers la veste et le mur du fond. La Moussemée, 1888. Van Gogh peint une jeune fille d'Arles. Je veux peindre les hommes et les femmes comme l'éternité, dont le halo en est le symbole, que nous essayons d'exprimer par la brillance et la vibration des couleurs, écrit-il à Théo. Ah, le portrait qui détient les pensées et l'âme du modèle. Le vieux paysan provençal, Patience Escalier, 1888. Van Gogh n'a jamais perdu son enthousiasme pour les portraits de cultivateurs comme Patience Escalier. Exprimer la pensée par l'intensité de la lumière qui contraste avec le côté sombre de l'arrière-plan, l'espoir avec une étoile, l'enthousiasme de l'âme par la luminosité d'un soleil couchant, écrit-il. Là se trouve le but du portrait. Portrait de Patience Escalier, 1888. Il suggère à Théo d'exposer ses nouveaux portraits à côté de ceux plus conventionnels afin que le côté ensoleillé, bronzé et balayé par l'air soit accentué par toute cette élégance de visage poudré. La mer aux Saintes-Maries de la Mer, 1888. Vers la mi-juin, Vincent passe plusieurs jours dans une petite ville de la côte, les Saintes-Maries de la Mer. La Méditerranée a la couleur du maquereau, dit-il à Théo. Tu ne sais pas toujours si c'est vert ou violet, tu ne peux même pas dire que c'est bleu. L'artiste empile littéralement la peinture blanche sur les vagues séchoirs et les nuages flottants. Bateau de pêche sur la plage des Saintes-Maries de la Mer, 1888. Van Gogh termine rapidement 3 superbes marines. Ce tableau est remarquable pour ses bateaux aux couleurs vives, avec leurs mâts entrelacés, ainsi que la mer et le ciel, un jour de grisaille. Van Gogh est extrêmement sensible à la couleur et grâce à elle, s'est exprimé avec éloquence ses sentiments. Il écrit à Théo « Un soir, je suis allé me promener le long de la mer sur la plage déserte. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé de nuages d'un bleu encore plus profond que le bleu fondamental d'un cobalt intense. Il y avait aussi d'autres bleus plus clairs, comme la blancheur bleutée de la Voie lactée. Dans la profondeur bleue, les étoiles étincelaient, verdâtres, jaunes, blanches, roses, plus brillantes que des émeraudes, des lapis-lazuli, des rubis ou des saphirs. Je voyais la mer d'un bleu d'outre-mer très profond, la plage violacée et rousse pâle, et sur les dunes des buissons d'un bleu de Prusse. 3 maisons blanches aux Saintes-Maries, 1888. Rue aux Saintes-Maries, 1888.
Le paysage provençal justifie entièrement l'utilisation de Van Gogh de couleurs exubérantes, bien qu'il ne s'attache pas à la réalité. Ce tableau ressemble probablement à la scène que Van Gogh a observée. Il la représente avec des contrastes étincelants de couleurs pures. Meules en Provence, 1888. Je viens juste de terminer une semaine de travail acharné dans les champs, sous un soleil brûlant, écrit Vincent à Théo. Les tableaux tels que Meules en Provence sont une représentation vibrante et charmante de la France rurale avec sa paille jaune vif et son ciel pâle. Jardin en fleurs. L'utilisation de la couleur et de la texture est particulièrement riche dans ce tableau. Les tons brillants au premier plan font place à des bandes horizontales de couleurs plus douces mais de forte intensité. Vincent écrit à Théo. À présent, ma palette possède de nombreuses couleurs telles que bleu ciel, orange, rose, vermeil, jaune vif, vert vif, bordeaux, violet. Même en intensifiant toutes les couleurs, on arrive encore au calme et à l'harmonie. Jardin derrière une maison, 1888. Cette toile utilise des contrastes similaires de couleurs, placés cette fois verticalement. Les couleurs complémentaires, telles que le vert avec le rouge ou le violet avec l'orange, intensifient l'épaisseur de la peinture. Vincent écrit « Le processus qui consiste à arranger les couleurs de manière à les rendre vibrantes et à souligner leur valeur en les mettant en contraste est similaire à celui utilisé pour fabriquer des bijoux ou créer des costumes. » La Maison jaune, 1888. Van Gogh rêve de partager avec ses amis une résidence en Arles, un genre d'atelier du Sud. Dans ce but, il loue une maison et invite Gauguin à l'y rejoindre. Ce tableau exprime son espoir de partager un logis créatif. Van Gogh et Gauguin, amis à Paris, le quittent tous deux en 1888. Gauguin déménage en Bretagne pour avoir une vie plus primitive et Van Gogh choisit la Provence pour sa lumière et sa chaleur. La Chambre, 1888. Dans les mois précédant l'arrivée de Gauguin, les deux artistes s'écrivent et peignent beaucoup. Van Gogh déborde d'attention pour la maison. On voit sa chambre sur ce tableau. Tous les meubles ont une signification particulière pour lui, particulièrement la série de tableaux de tournesol dont il décore les murs de la chambre réservée à Gauguin. Tournesol, 1888. Il peint au total 12 toiles sur ce thème. Dans cette série, on constate l'importance de simples pots ou d'un arrangement quelconque de matériel. Les tournesols eux-mêmes, avec leurs couleurs or brillant et leurs pétales désordonnés, sont un symbole parfait de la Provence. Dans de nombreuses lettres, Vincent parle avec exaltation de la richesse de la couleur qu'il voit dans les tournesols et de son désir de les peindre rapidement avant qu'ils ne se fanent. La terrasse du café le soir sur la place du Forum, Arles, 1888. Le contraste entre le jaune et le bleu que Van Gogh maîtrise pendant l'été atteint une nouvelle perfection dans ce tableau. Paul Gauguin arrive en Arles en octobre et le rêve de Van Gogh d'avoir une colonie d'artistes partageant la maison jaune semble pouvoir se réaliser. Le facteur Joseph Roulin, 1888. Van Gogh est adopté par la famille du facteur Roulin. Je ne sais pas si je peux représenter le facteur tel que je le vois, écrit-il. Il est reconnaissant de l'affection paternelle que lui témoigne Roulin. Cela fait du bien, explique-t-il, quand cela vient d'un homme qui n'est pas amer, ni triste, ni parfait, ni heureux, ni irréprochablement juste, mais d'une si bonne âme sage, confiante et remplie de sentiments. La berceuse, Augustine Roulin, 1888. Augustine Roulin, la mère de la famille, vient juste de donner naissance à une petite fille. Elle pose pour Van Gogh qui écrit « Si j'avais la force de continuer, j'aurais peint des portraits de saints et de saintes qui auraient l'air d'appartenir à une autre époque. Elles seraient des femmes bourgeoises d'aujourd'hui. » Le fils aîné, Armand Roulin, 1888. Portrait de Camille Roulin, 1888.
Avec son modeste mais solide emploi, Joseph Roulin élève une famille de 5 enfants qui servent tous de modèle à Van Gogh. Il réalise 23 portraits. Les portraits des fils Roulin, Armand et Camille, montrent des études intéressantes de la jeunesse et de l'enfance. Van Gogh représente les garçons de manière individuelle. Leur expression est pensive et sérieuse. Il peint 5 portraits d'Augustine, l'épouse du facteur, 3 portraits du bébé, Marcel et les portraits d'Armand et de Camille. L'Arlésienne avec livre, 1889. Van Gogh exécute une série de portraits de Madame Ginoux, l'épouse du propriétaire du café qu'il fréquente avec Gauguin en Arles. Elle pose en grande concentration sur ses livres. Les formes plates de la toile reflètent l'influence de l'art japonais dans la technique de Van Gogh. Café du soir, 1888. Cette toile montre l'intérieur de l'établissement Ginoux dans une lumière morose. Le café, où l'artiste prend ses repas, boit et fume, représente cet endroit où, comme il l'explique à Théo, les gens errants dans la nuit venaient se réfugier quand ils n'avaient pas assez d'argent pour se loger ou quand ils ne voulaient pas dépenser. Portrait de l'artiste à l'oreille coupée, 1889. Gauguin et Van Gogh ne se rejoignent pas du tout dans leur peinture, particulièrement en ce qui concerne Arles. Van Gogh s'est installé en Arles avec enthousiasme, ce qui n'était pas le cas de Gauguin. « Je me sens comme un étranger en Arles », écrit Gauguin à un ami. « C'est si insignifiant et si misérable, la région comme les gens. » Déçu par la remise en question de son atelier et le départ imminent de Gauguin, Van Gogh se coupe le lobe de l'oreille le 23 décembre. Grâce à la rapidité de ses amis de la maison de prostitution et des médecins locaux, il ne meurt pas d'hémorragie. Docteur Félix Rey, 1889. À l'hôpital, Van Gogh est placé dans le service du docteur Félix Rey, un jeune interne qui s'avère être un des médecins les plus attentionnés. L'artiste, reconnaissant, lui offre ce tableau. La cour de l'hôpital d'Arles, 1889. Van Gogh se remet de sa blessure, mais en février 1889, un grave accès de paranoïa l'oblige à une longue hospitalisation. Verger en fleurs avec vue sur Arles. Lacroix avec les pêchers en fleurs, 1889. En mai, Van Gogh se fait volontairement interner à l'asile de Saint-Rémy, à quelques kilomètres au nord d'Arles. Là-bas, dans un monastère du XIIe siècle, reconverti, encouragé à peindre, il suit un rythme de vie calme, loin des ennuis du monde. Ses médecins pensent que sa maladie est probablement une forme d'épilepsie. Rosier en fleurs, 1889. En janvier, Théo annonce ses fiançailles avec Johanna Banger. En avril, il se marie. En juillet, Johanna écrit à Vincent. L'hiver prochain, aux alentours de février, nous espérons avoir un enfant, un joli petit garçon que nous appellerons Vincent si vous acceptez d'être son parrain. Champ de blé avec un moissonneur, 1889. Pendant ce temps, Van Gogh continue de peindre à Saint-Rémy, où il possède une chambre et un atelier adjacents. À travers les barreaux de fer de la fenêtre, je vois un champ de blé clôturé, au-dessus duquel le soleil se lève dans toute sa gloire, écrit-il à la fin du mois de mai. Paysage de montagne vu à travers les murs, 1889. Au début, les murs de pierre bas autour des champs du sanatorium servaient de barrière. Il est représenté sur ce tableau, comme sur bien d'autres. Champ clôturé avec un laboureur, 1889. L'intérêt de Van Gogh pour la vie campagnarde reste constant, et les cultivateurs qui travaillent dans ces tableaux de Saint-Rémy luttent sous le soleil et la terre et représentent toute la vitalité humaine. Champ de coquelicots, 1889. La scène derrière les murs attire de plus en plus l'artiste. Dans Champ de coquelicots, il semble que Van Gogh commence à introduire le paysage provençal en dehors de l'asile. Iris, 1889. Ce paysage resplendit de plantes vibrantes. Des iris violets sont mis en évidence par des tons orange amenés subtilement par du calendula, un sol rude et les calices dorés. Bien que les couleurs soient captivantes, le centre d'intérêt de l'artiste repose sur les formes circulaires.
Le Mûrier, 1889. Ce tableau, avec son explosion de feuillage orange, n'affrontons pas le ciel indigo, montre la fascination de Van Gogh pour la végétation éparse du sud de la France. Olivier, avec ciel jaune et soleil, 1889. Toujours cette même attirance du thème des oliviers, comme à Arles en 1888. Les coups de pinceau en mouvement circulaire donnent une qualité encore plus rythmique au style de Van Gogh. Cyprès, 1889. Plus que toute autre plante, les cyprès symbolisent la richesse visuelle que Van Gogh observe autour de lui. Ils sont très présents dans tous ses tableaux et ils dominent l'arrière-plan du tableau célèbre sur ciel étoilé au-dessus du village de Saint-Rémy. Nuit étoilée, 1889. Cette toile place la petite ville au-delà du ciel, dans l'univers. Les coups de pinceau de Van Gogh sont rythmés et calculés, conduisant ainsi le regard à travers la toile. Sa technique audacieuse, motivée et riche en pigments, brave les risques jusqu'à la témérité. Arbre dans le parc de l'Hospice Saint-Paul, 1889. De manière similaire, les arbres dominent l'asile et les gens qui se promènent dans le jardin du tableau de Van Gogh, hôpital à Saint-Rémy. Autoportrait, 1889. À l'asile de Saint-Rémy, Van Gogh a des difficultés pour trouver les modèles de ses portraits. Il lui reste donc les autoportraits. Vieillard en chagrin, 1890. Portrait d'un homme à un œil, 1889. Van Gogh écrit « Je travaille sur un portrait d'un des patients. Il est curieux de constater qu'après s'être habitué à eux, on ne les voit plus comme des fous. Il fait le portrait d'autres patients, observant alors que beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'air fous du tout. » Portrait de Trabuc, 1889. Portrait de l'épouse de Trabuc, 1889. Van Gogh apprécie la compagnie de Trabuc, le surveillant de l'asile. « Il est marié et vit dans une petite maison à quelques pas de l'établissement », écrit-il à Théo. « Il a un visage très intéressant. Il s'agit d'un homme qui a vu beaucoup de souffrances et de morts. Il y a une sorte de calme contemplatif dans son visage. » Branche d'amandier en fleurs, 1890. C'est avec une véritable joie que Van Gogh accueille la naissance de son neveu, fils de Théo et de Johanna. Il écrit à sa mère « J'ai commencé tout de suite à peindre un tableau pour lui, pour qu'il le mette dans sa chambre. Il s'agit de grosses branches d'amandier avec des fleurs blanches contre un ciel bleu. » Nature morte avec Iris, 1890. Nature morte avec iris sur fond jaune, 1890. En mars 1890, Van Gogh expose 10 tableaux au 6e Salon des Indépendants à Paris. Théo lui écrit « Monet affirme que tes tableaux étaient les meilleurs de toute l'exposition. » Malheureusement, cette bonne réputation dans le monde de l'art arrive trop tard. Van Gogh tombe à nouveau dans la maladie dont il souffrait à Saint-Rémy, ce qui l'empêche de peindre pendant des périodes de plusieurs semaines. Se sachant à la merci d'une rechute, il décide de se rapprocher de ses racines et rentre à Paris. Maison, souvenir du Nord, 1890. Mi-mai, Van Gogh et des amis de Paris rendent visite à Théo pendant 4 jours. Johanna écrit « C'était un homme fort, aux épaules larges, avec une bonne mine et le sourire aux lèvres. Il était heureux et enthousiaste de voir ces tableaux qui tapissaient les murs de notre maison. » L'église à Auvers, 1890. Sous les conseils du docteur Gachet et avec l'aide de Théo, Van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise, petite ville de campagne proche de Paris. C'est tellement beau, la vraie campagne, caractéristique et pittoresque, écrit Vincent à Théo. Tout de suite, il peint ce tableau. Rue du village d'Auvers, 1890. Les allées et les maisons du village représentent des sujets familiers pour Van Gogh depuis son enfance en Hollande. C'est une ville aimée des peintres, particulièrement à cause de la présence du docteur Gachet, un médecin homéopathe qui soigne aussi Cézanne et Camille Pissarro. Portrait du docteur Gachet, 1890. Van Gogh se lie tout de suite d'amitié avec le docteur Gachet. Il écrit à Théo «
J'ai trouvé un ami parfait en la personne du docteur Gachet. Il est comme un autre frère. » Gachet et lui ont tellement en commun que l'admiration de Gachet pour son œuvre lui apporte un réel réconfort. Il écrit à Théo qu'il réalise le portrait du docteur Gachet avec son expression fatiguée. Ce portrait est une image sur la recherche d'un homme. Les tons riches de bleu passant de profond à clair servent à souligner la pâleur du visage. Les yeux bleus réservés, les traits du visage, la mauvaise position du dos se laissant aller, mettent l'accent sur la fatigue mentionnée par Van Gogh. Enfant assis dans l'herbe avec un ballon, 1890. Gachet encourage Van Gogh à faire une série de portraits et pousse les gens de la ville à poser pour lui. Cette toile fait partie de plusieurs tableaux d'enfants à Auvers. Jeune homme avec un bleuet, 1890. Van Gogh pense que les enfants de la région sont, ainsi qu'il l'explique à Théo, resplendissants de santé et de solidité campagnarde. Ce tableau évoque certainement ce sentiment. Paysanne dans un champ de blé, 1890. La représentation des champs dans les portraits d'Auvers s'oppose au large mur de ses œuvres réalisées en Arles. Paysanne dans un champ de blé prête autant d'attention aux mains marquées par le dur labeur du modèle qu'à l'expression sérieuse de son visage. Maison à Auvers, 1890. Les paysages que Van Gogh peint à Auvers en juin 1890 montrent des vers paisibles, symbolisant peut-être le fait qu'il croit aux vertus curatives de la campagne. Pourtant, Théo se souciait de ses problèmes de santé réguliers et de son bébé très malade en cette fin du mois de juin. Vignoble avec vue d'Auvers, 1890. Une vue du paysage ordonné des alentours de la ville. Même si les scènes semblent décontractées, Van Gogh peint sans arrêt. Il produit plus d'un tableau par jour. Chaumière près d'une colline, 1890. Cette toile montre un paysage sage, une sorte d'asile. Les verts et les bleus dominent dans cette scène rurale dont l'artiste devient familier. Le jardin de Daubigny, 1890. Van Gogh admire l'œuvre du peintre Daubigny, aussi est-il heureux d'apprendre que sa veuve continue de vivre à Auvers. La représentation de son jardin est peut-être le plus paisible des paysages d'Auvers faits par Van Gogh. Rive de l'Oise à Auvers, 1890. Van Gogh peint constamment des paysages et des portraits des gens d'Auvers. La fin du printemps et le début de l'été là-bas représentent les périodes les plus harmonieuses de sa carrière. Paysage à Auvers sous la pluie, 1890. Pour cette œuvre, il se sert des contrastes de violet et d'orange dont il a le secret. Mais ici, il l'enrichit de bleu-vert avec des tons jaune-vert. Adouci par la pluie, l'œuvre prend presque une apparence cubiste. Paysage à l'aube, 1890. Les formes ombragées dans la lumière brillante de ce tableau révèlent un Van Gogh au plus haut de son art. Les couleurs et les formes sont définies avec passion et avec un équilibre parfait. Van Gogh décrit cette œuvre ainsi. Un effet de soirée, deux poiriers assez foncés en contraste avec le ciel jaune, et dans le violet de l'arrière-plan, le château entouré par un feuillage sombre. Champ de blé au corbeau, 1890. Vincent informe Théo qu'il peint de vastes champs de blé sous un ciel troublé. Parmi cette série de grands tableaux se trouve Champ de blé au corbeau. Certains le voient comme son dernier tableau. La décision du suicide de Van Gogh et sa raison ne sont pas très claires. On sait juste que le 27 juillet, dans les champs d'Auvers, Van Gogh s'est tiré une balle dans la poitrine et s'est ensuite traîné jusqu'à sa chambre. Le docteur Gachet est appelé, ainsi que Théo. Autoportrait avec le visage rasé, 1889. Le 29 juillet 1890, Van Gogh meurt auprès de son frère Théo. Le matin suivant, 8 de ses amis viennent de Paris pour mettre ses tableaux sur les murs de sa chambre. Théo remarque « Le docteur Gachet est le premier à apporter un bouquet de tournesol parce que Vincent les aimait tant. » Émile Bernard écrit sur cet événement « Sur les murs de la chambre, où son corps reposait, tous ces derniers tableaux comme un voile autour de lui.
La grandeur du génie qui émanait d'eux rend sa mort encore plus douloureuse pour nous les artistes qui étions là. Bernard continue. Le cercueil disparaissait sous les fleurs, des tournesols qui l'aimaient tant, des dahlias jaunes, des fleurs jaunes partout. Nous sommes montés sur la colline aux abords d'Auvers, tout en parlant de lui, de l'élan audacieux qu'il avait donné à l'art, des grands projets auxquels il pensait et de tout ce qu'il nous avait apporté de bon. Théo écrit à sa mère. On ne peut pas écrire la profondeur de son chagrin. Ô mère, c'était mon frère, mon propre frère. Théo organise une exposition posthume des tableaux de Vincent en septembre, après quoi il s'éteint aussi, se trouvant au dernier stade de la syphilis dont il souffrait. Johanna fait enterrer Théo près de Vincent à Auvers. La tombe des deux frères se trouve à quelques pas du célèbre champ aux corbeaux et les pierres tombales en granit sont couvertes de lierre, symbole de leur attachement. La plante a grandi d'une greffe prise dans le jardin du docteur Gachet. Après la mort de Théo, en janvier 1891, Johanna, la belle-sœur de Vincent, qui ne l'avait rencontré qu'à quelques rares occasions, dédie sa vie entière à ses tableaux et à ses lettres. Sans Théo et Johanna, jamais le monde n'aurait connu la valeur inestimable de l'œuvre de Van Gogh.